Merci de nous suivre sur les chaînes YouTube, sur le Lire à Limoges, sur la ville, Les GAFA, quoi. sur le département et tout. On reçoit, et là, ça va être un entretien sinistre avec les 2 journalistes les plus sinistres de France. Ça part mal déjà. Attention, les autres. Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. Oui. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Et là, on vous accueille pour Debout les damnés de Lubert, chronique que je montre à l'écran et qu'il faut évidemment posséder parce qu'on se souvient, on n'est pas toujours le matin sur France Inter, mais on peut les écouter en podcast ou en replay plutôt. En spray, en tablette, en tout. Et on va en parler tout à l'heure. Alors Guillaume Meurice, on vous accueille pour votre 2e roman. Le Roi n'avait pas ri. Très belle couverture, hein, je trouve, ce triboulet avec son bonnet et ses grelots. Et son teint jaune un peu. Très belle couverture. Et j'ai, moi, beaucoup aimé votre roman. C'est gentil. Je retire tout ce que j'ai dit avant sur le travail préparatoire. Je trouve Non, vous êtes un formidable intervieweur. je ne changerai pas d'avis. J'ai beaucoup aimé ce roman qui parle d'un personnage historique triboulet que Louis XII engage à sa cour. C'est ça. Avec vous l'avez lu, Charline? Bien sûr, je l'ai lu. Vous pourriez poser des questions ou répondre peut-être même à la place. Je lui en ai posé d'ailleurs. Dès que j'ai terminé l'ouvrage, j'avais qu'une envie, c'est de lui poser plein de questions parce que c'est passionnant. Il y a le côté historique déjà. Moi, je ne connaissais pas ce triboulet, puisqu'on parle de fou du roi comme ça, mais il réexplique vraiment ce que c'est qu'un fou du roi. J'ai découvert qu'au départ, le fou du roi, c'est quelqu'un qui est juste fou en réalité. Et puis je lui ai posé pas mal de questions, lui demandé mais qu'est-ce que tu avais comme élément de Triboulet, quelle est la partie romancée, qu'est-ce que tu as de sûr sur ce personnage. Enfin, c'est passionnant. Et il y a aussi un côté un peu, ça donne aussi un petit côté essai sur l'humour, parce qu'il y a beaucoup de considérations sur l'humour, sa relation au pouvoir, etc. Donc, oui, alors moi ce qui m'a intéressé, c'est... Donc Guillaume Meurice. Non, mais ce qui m'a intéressé, c'est bien ce qu'il dit au départ. C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Vous parliez pour vous, là aussi. Je parle pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce que c'est être fou? À partir de quand on est considéré comme fou? Et qu'est-ce qui est le plus sage? Par exemple, Triboulet, dans le livre, se pose la question, lui, on le considère comme un fou. Et après, il va sur une place publique, il y a un mec qui se fait mettre à mort à coups de masse. Il se retrouve sur un théâtre de guerre, puisque le roi l'emmène à la guerre, il voit des gens qui s'entretuent, il se retrouve sur les scènes de chasse. Enfin, tout autour de lui paraît complètement fou, et c'est lui qu'on accuse d'être fou. En tout cas, on dit de lui qu'il est fou. Oui. Donc c'est une question de perspective. À quel moment on est fou, à quel moment on est sage. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est pratiquement le tiers du livre, c'est comment il est élevé. On n'est pas dans Les Misérables, parce qu'on est beaucoup avant Les Misérables, mais il a des parents horribles, il est banni de la société, les parents auraient préféré qu'il meure, il est laid. D'ailleurs, il n'a même pas de prénom. Il est laidron et tout. Il est difforme, surtout. Il a une bosse, évidemment. Alors, on retrouve après ça dans l'œuvre. Hugo, Shakespeare s'en sont inspirés de Triboulet. Verdi de aussi. Moi, je pensais Pardon? Je pensais qu'il s'était inspiré de moi, mais non. Peut-être. Alors, vous avez connu Verdi, je crois, Guillaume Meurice. Donc, Verdi en a fait un opéra que moi, je trouve extraordinaire, sensible, émouvant. Bon, avec un personnage très fort, très, très blessé. Et vous, le début du livre, c'est ça, il est blessé, il n'existe pas, il est pouilleux, il est rien. Il y a même quelqu'un dans la rue, je crois, qui dit « Tiens, voilà la gargouille qui s'est détachée ». Qui est-ce qu'il y avait comme archive sur lui? Rien. On sait juste à peu près les dates de son existence, on ne sait même pas combien ils étaient, parce que Triboulet était potentiellement, enfin il faudra mettre du conditionnel partout, mais le nom générique donné à ces bouffons à ce moment-là. Alors on sait que, par exemple, on a une trace de Triboulet dans un livre de comptes et de dépenses. On sait que son frère était embauché au château, ce que je mets dans le livre, parce qu'il y a un livre de dépenses où c'est marqué Nicolas Le Férial, c'est son vrai nom, entre parenthèses, frère de Triboulet, et puis la somme. Donc les traces qu'on a, c'est ça. La manière dont ils étaient vêtus, on le sait, parce que pareil, il y a quelques traces avec marqué telle étoffe pour Triboulet. Mais vraiment, c'est léger. Il y a heureusement que la comptabilité était bien tenue, sinon tu n'avais rien au départ. C'est vrai, c'est exactement ça. Merci le pognon. Big up à tous les comptables. Vous laissez des traces dans l'histoire. Sinon, on n'aurait même pas su qu'il existait. Racontez-nous, Guillaume, le premier contact avec Louis XII. Il est dans la rue. Louis XII va arriver, le peuple est heureux, enfin, est en train de fêter la fête à Blois. Louis XII décide d'installer la cour à Blois. Et il rencontre, racontez comment. Et il rencontre Triboulet. Alors, il le rencontre par l'intermédiaire de Levernois, qui va devenir après le gouverneur de Triboulet, c'est-à-dire celui qui lui enseigne lire, écrire, compter, etc. Et il se trouve que Levernois le connaît puisque Triboulet a sauvé la vie au fou officiel qui officiait donc
à la cour à ce moment-là, qui s'appelle Cayette, qui est un vrai personnage historique qui a vraiment existé et qui, lui, était fou, dérangé, handicapé mental, on dirait aujourd'hui. Handicapé du langage aussi. Et du langage, et qui était maltraité par des gamins dans la rue. Triboulet le sauve en faisant dégager les gamins. Le Vernois voit ça, et après, le Vernois présente Triboulet à Louis XII. Oui. Et Louis XII dit, t'as qu'à venir avec nous, ça fera un fou de plus. Non. Ah, non. Il lui dit, comment t'appelles-tu ? Ah oui, d'accord. Non mais attendez, j'ai lu votre livre, Guillaume Meurice. Ouais, très bien. Il faudrait que je le lise aussi, moi. Bah oui, il faudrait peut-être le lire. Il lui dit, comment t'appelles-tu ? Et il lui répond... je ne m'appelle jamais. Voilà. Oui, non, j'ai trouvé ça passionnant et j'aimerais comment vous avez voulu... D'abord, comment vous écrivez une chronique ? Comment ça se passe dans votre carrière d'écrivain ? Vous avez un sujet ? Vous l'écrivez dans la journée, parce que c'est souvent à chaud. Expliquez-moi ça, j'aimerais comprendre. Alors, moi, c'est particulier parce que je suis dans la matinale, je suis coincée, j'ai 2 minutes 15 coincée entre l'interview de Léa Salamé. Donc il y a un nombre de signes. Oui, il y a un temps, mais c'est pas que ça, c'est que je suis coincée entre une interview qui va donner une certaine humeur au moment où on l'écoute, à l'auditeur, et l'ouverture du journal de 8 heures. Donc je suis coincée entre 2 blockbusters. Vous êtes pour parler français. La revue de presse d'Askolovitch, non ? Non, moi je suis juste avant 8 heures. Ah d'accord, oui. Voilà. Il y a un humoriste qui est juste à 9 heures, mais moi je suis à 8 heures. Donc je suis dans un carrefour qui est à la fois très écouté et qui est coincé entre une grosse interview et l'ouverture du journal. Donc j'ai déjà une contrainte qui est que peut-être que l'invité qui est là et qui va rester pendant ma chronique a parlé de quelque chose de grave ou à parler de quelque chose de léger. Donc j'ai déjà cette contrainte de non seulement de suivre l'actualité, d'essayer de deviner dans quelle humeur on sera le lendemain, de tenir compte de l'invité, de tenir compte... Donc vous écrivez votre chronique la veille. Donc je l'écris la veille, donc j'essaye de sentir tout ça la veille, ce qui n'est pas évident. Oui. J'ai l'idée du sujet, j'ai une idée d'axe, et ensuite, moi je travaille avec des co-auteurs, parce que j'ai aussi la contrainte de produire une émission d'1 heure l'après-midi. Et donc moi, au moment j'écris après l'émission, donc à partir de 18h pour le lendemain matin, à un moment où je commence déjà un peu à décliner. Et donc il faut que l'après-midi, j'ai déjà pensé à mon sujet, pensé à l'axe, eu 2-3 idées de blagues pour appeler un co-auteur ou l'autre. Pardon ? Bu 2 whisky ou 3 bières. J'évite parce que sinon on ne tient pas sur la longueur. J'ai une vie de moi de soldat pendant la semaine pour éviter ça. Et donc sur cette base-là, je leur dis amenez-moi des idées. Je vais aller dans ce sens-là. J'ai ça comme idée de blague. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis eux, et on écrit à plusieurs parce qu'il y a plus d'idées dans la tête de 2 ou 3 personnes que dans une, et parce que j'ai cette contrainte aussi de faire l'émission. Et donc je ne peux pas... parce que moi je suis là Guillaume est là aussi tous les jours. Lui, il écrit seul. Moi, comme j'ai tout ça à gérer et que j'écris tous les jours, et moi je me sens aussi... On est aussi pas mal comparés aux autres chroniqueurs de la chaîne qui sont nombreux et qui ont une chronique par semaine et qui ont le temps de réfléchir. Et donc moi je me sens cette pression de ne pas faire baisser la qualité et pourtant j'ai énormément de travail, mais ça ne peut pas être une excuse. Il faut que la chronique soit la meilleure possible, et donc je travaille en coécriture. Très bien. Et quand vous dites que ça vous est arrivé de rater des chroniques, comment vous sentez ça ? Comment vous sentez qu'elle est ratée ? Déjà le choix du sujet, quand parfois il n'y a pas beaucoup d'actualité, faut aller chercher un sujet ailleurs, et puis il ne résonne pas très très bien avec l'humeur autour de la table. Généralement, ce n'est pas raté parce que j'aurais franchi une ligne ou j'aurais raté forcément une blague, mais ça peut être l'humeur générale aussi. Il y a des chroniques qui sont... quand je fais 4 chroniques par semaine, il y en a forcément une qui, j'espère, est bonne, une qui est la moins bonne et 2 qui sont moyennes. J'imagine que c'est un peu comme ça, le ratio. Cela dit, le public qui vous suit, ça ne doit pas le gêner, parce qu'on sait que c'est le travail du journalisme. Il y a des romans réussis, il y a des romans un peu moins bien dans la carrière d'un écrivain. J'essaye de faire en sorte qu'elles soient toutes bonnes, et c'est pour ça que je travaille aussi avec des co-auteurs. Alors moi, je n'ai pas listé toutes les chroniques, parce que c'est à la fin du livre, mais il y a des sujets quand même où vous pointez l'atrocité de la vie actuelle. Le CDI intérimaire. Oui. C'est quand même...
votre regard est très juste. Hein. C'est déjà une connerie d'appeler ça le CDI intérimaire. Déjà, ça ne veut rien dire. Donc le sujet, il m'est servi sur un plateau d'argent. C'est féroce, cette société-là. Oui, c'est pas moi qui suis féroce, c'est celui qui a inventé le CDII, en fait. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est vous, je dis que vous parlez de sujets graves. C'est pour ça que je dis qu'il faudra vous relire dans 20 ans. Charline Vanhoenacker, posez une dernière question à Guillaume Meurice, s'il vous plaît. Ah oh là 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 là. Dites donc. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Guillaume Meurice. Oui, tout à fait. Là, vous prenez la position de Denise Glaser, hein, Guillaume Meurice. Si j'ai une question pour lui, est-ce que vous avez déjà été censuré? Non, jamais. Mais non, c'est pas possible. Jamais. Si, une fois à Canal+, je suis parti. Ah ouais? Ouais, à Canal+, ne voulait pas me diffuser un dessin de Charme. Alors, je suis parti. Et est-ce que moi, je vous ai déjà censuré? Jamais. Il est gentil. C'est le grand mensonge de la matinée. C'est une bonne question. Ah ouais. Ok. Guillaume Meurice, posez une dernière question à Charline Vanhoenacker, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, Antoine. Est-ce que vous êtes heureuse, Charline Vanhoenacker? Oui, sur une échelle de 1 à 10, vous allez me demander après. Je le connais par cœur. Sur une échelle de 1 à 10. Mais oui, je suis avec Guillaume Meurice, avec qui je m'éclate tous les jours. On est à Limoges. On est avec Clara Dupont-Meneau, son éditrice, et qui est avec nous dans Par Jupiter. On nous accueillait comme ça. Qui était complètement saoul hier, afin d'affaire. Voilà, enfin, on a pris un train, on a pris l'air. On a vu des gens. On a discuté, on s'est marré, oui. En fait, il n'y a que cet entretien qui sera raté pendant votre week-end, pendant votre séjour à Limoges. Mais non, c'était un très bel entretien. C'était super cet On entretien, a passé un très bon moment avec vous. Et puis c'est la preuve qu'on peut faire les avoir deux un livres qui entretien m'ont sans permis, avoir travaillé. que j'ai préparé, que j'ai lu pour préparer cet entretien. Charline Vanhoenacker, Debout, les damnés de Lubert. On n'a pas tellement parlé d'Hubert d'ailleurs. Et Le roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice, très beau roman sur la vie de Triboulet. Merci à tous les deux d'avoir fait ce déplacement à Limoges dans des temps compliqués et bon retour sur Paris.